On en arrive à la session de questions-réponses, à savoir est-ce que vous avez des questions euh, à nous poser sur la formation. Je suis passé assez rapidement sur certains points, donc je sais qu'on peut détailler un petit peu plus l'aspect accompagnement, suivi dans les projets. Ophélie, je te laisse. Bon, généralement, je sais qu'il faut quelques secondes pour laisser le temps aux gens, aux personnes de réfléchir si elles ont des questions. J'ai une première question. Bonjour à tous. Donc, c'est comment se passent les inscriptions? Ben, concrètement, les inscriptions, alors je pense que tu peux, Ophélie, mettre directement le lien du questionnaire d'orientation euh, dans le chat. Concrètement, vous devez répondre à un questionnaire d'orientation. Ce questionnaire d'orientation, vous verrez, il y a une dizaine de petites questions. Donc, nous, notre objectif, c'est tout simplement de connaître votre situation. Une fois que vous avez validé ce questionnaire d'orientation, vous allez pouvoir réserver un entretien avec un conseiller d'orientation qui peut se passer en visio ou au téléphone. Et durant cet entretien, ben, le conseiller d'orientation et vous ferez le point sur votre projet, sur vos objectifs. En fonction de tous ces éléments, on pourra voir si tous les feux sont ouverts pour pouvoir vous inscrire dans l'école. Alors, c'est Cécile. Je suis déjà freelance aujourd'hui. J'ai déjà suivi une formation à distance concurrente, non diplômante, et mon objectif est de devenir salarié. Quel est le pourcentage d'étudiants ayant trouvé un emploi salarié, s'il vous plaît? Alors, le pourcentage d'étudiants ayant trouvé un emploi salarié, je n'ai pas le chiffre exact sous les yeux. On va bientôt afficher sur le site le taux d'insertion sur le marché du travail à 6 mois et à 24 mois, parce qu'on est en train de dépouiller ces chiffres justement pour répondre à des obligations réglementaires. Donc, on a les derniers chiffres de taux de réussite au diplôme. Après, pour répondre, donc, qui est autour de 90%, hein, et qui est à 92, là, je crois que j'ai regardé récemment. Donc, de toute façon, on va les afficher sur le site Internet bientôt, les actualiser, puisqu'on fait ça tous les 2 ans. Euh, pour répondre à votre question, peut-être Mégane, tu as des chiffres là-dessus, toi, le taux de personnes salariat. Mais pour répondre à votre question, 50% des designers deviennent salariés, 50% sont à leur compte. Donc moi, je n'ai pas de taux là-dessus. Maintenant, si vous avez déjà une formation, alors quel est, faudra qu'on discute. On a régulièrement, hein, des gens qui ont déjà suivi des formations plus ou moins longues. Voilà, parce que hein, si vous tombez sur une formation qui vous dit devenez designer en 3 mois, il y a un loup, hein. Il y a un loup des écoles en présentiel. Quand on fait 3 ans ou 5 ans d'études pour devenir designer, bon, bah forcément, il n'y a pas les mêmes compétences qui sont acquises que sur une formation de 3 mois. Donc parfois, donc nous, je fais pas de guerre de chapelle et j'ai pas de prétention particulière. Mais nous, notre objectif, c'est vraiment d'avoir un contenu pédagogique qui correspond à la réalité d'une formation qui demande 3 ans d'études. Donc, ça va vous demander concrètement un investissement de temps, une application, un apprentissage qui vont être importants, mais c'est légitime. On ne peut pas vivre du rêve, hein, si vous voulez. La réalité, elle est là, c'est que pour devenir designer, il y a un travail à faire, hein, il y a des compétences à acquérir. Elle est comme ça. Donc, sinon, je botte en touche pour la réponse. Je n'ai pas le pourcentage exact de nos élèves qui est devenu salarié. Juste pour finir sur cette question, la réalité, c'est que nous, dans tous les cas, on s'engage à vous accompagner jusqu'à l'emploi. Alors, ça ne veut pas dire on vous trouve un emploi à votre place, parce que le job, c'est vous qui le faites. Par contre, on met un écosystème à votre disposition qui se veut être le plus efficace, le plus efficient, le plus bienveillant possible. C'est vraiment l'ADN de l'école, c'est d'avoir un accompagnement qui soit sincère par rapport à vos projets. Donc, si vous donnez du mal, on se donnera du mal aussi. Enfin, on le fera dans tous les cas, de toute façon, voilà, c'est notre job. On va se donner du mal pour vous accompagner avant le diplôme, bien évidemment, et après le diplôme. Le diplôme, c'est qu'une phase. Si vous êtes freelance, vous le savez très bien. Vos clients, je ne pense pas forcément qu'ils vous demandent précisément votre diplôme. Ils vont regarder surtout votre book et ils vont se dire, OK, avec ce book, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne?
Après, voilà, je ne sais pas si vous pouvez, on pourra développer simplement à votre question, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller d'orientation, on pourra développer, mais c'est un sujet en soi de savoir quand nous, on fait ce travail-là, en fait, avec nos élèves, c'est-à-dire d'accompagnement, on va aller chercher la niche de marché en fonction, vous dites, moi, je me rends compte que je suis passionné par tel domaine, donc j'aimerais plutôt essayer d'aller chercher des entreprises qui travaillent dans ce domaine, parce que je sais que comme je suis passionné par ce domaine-là, je serai plus efficace finalement pour faire des créations dans ce domaine-là. Et c'est la bonne façon de penser. Ensuite, comment est-ce que vous allez démarcher les entreprises? Comment est-ce que vous allez aller les voir? Tout ça, on va vous accompagner là-dessus avant et après le diplôme. L'objectif pour nous, concrètement, c'est que vous trouviez du boulot. Alors, du coup, j'ai plusieurs questions de Léo. Donc, si j'ai bien compris, les cours fonctionnent par projet, c'est ça. En tant que Oui. graphiste, est-ce qu'on peut trouver facilement un emploi? Et deux autres questions. Est-ce qu'on développera un carnet de contact avec les projets, sinon des outils mis à disposition? Alors, est-ce qu'en tant que graphiste, on peut trouver du boulot? La réponse est oui, plus que jamais. Et voilà, c'est pas une simple conviction. C'est les chiffres le montrent. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que nous, on développe un ensemble ce qu'on appelle les matières qui permettent de faire la différence? C'est qu'on croit justement que ça suffit pas d'être créatif aujourd'hui pour gagner sa vie en tant que designer, qu'il faut aussi développer des compétences en communication, en marketing, en connaissance de soi. Ça va vous permettre de faire la différence. Donc la réponse, oui, il y a du travail. Après, oui, il faut quand même aller le chercher. Et après, je ne suis pas là pour faire des sciences économiques, mais malgré un certain taux de chômage, le chômage n'a jamais été aussi bas en France que depuis des années. Donc, il y a concrètement une demande, si vous voulez, dans tous les secteurs. Après, il faut aller chercher sa niche de marché qui va permettre que ça fonctionne. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il va falloir travailler là-dessus. Deuxième question, Ophélie, c'était à parler des débouchés. Alors, est-ce qu'on développera un carnet de contact avec les projets, sinon des outils, est-ce qu'il y a des outils mis à disposition? Alors, les projets, c'est pas des projets réels qui sont vendus à des entreprises, ça reste des projets fictifs, mais c'est des projets fictifs, des projets d'école, mais qui sont construits par des professionnels en activité. Tous vos professeurs sont des professionnels en activité, et le cahier des charges pour nous, c'est qu'ils exercent en tant que designers. Donc, ils ont ces compétences-là. Et eux-mêmes ont un carnet d'adresses. Maintenant, de vous dire, on a des exemples d'élèves qui, en effet, ont développé des partenariats avec des professeurs. Ça ne va pas être la majorité. Hein. C'est pas, les professeurs ne vont pas pouvoir trouver du travail à tous les élèves. Mais le carnet d'adresses, vous avez tout à fait raison, il se développe dès l'école et c'est très important d'avoir cette conscience. Nous, on va essayer de vous la transmettre, de dire que le réseau, c'est vraiment ce qui va vous permettre de trouver du boulot. Donc, de faire connaissance avec tous les autres élèves et de dire qui vous êtes, ce que vous faites, ce qui vous intéresse. Je ne sais pas, par exemple, vous êtes graphiste, vous êtes plutôt dans l'illustration, vous adorez ça, vous arrivez à décrocher un contrat pour de l'illustration, mais par contre, bah, le web design, ce n'est pas votre truc. Vous avez peut-être un de vos camarades de classe avec qui vous avez fait connaissance, qui lui est passionné de web design. Ben, vous allez pouvoir dire à votre client, attendez, ok, ça, je ne sais pas faire, mais regardez où. Alors, soit vous le faites ce qu'on appelle en marque blanche, c'est-à-dire que vous lui faites un devis et puis vous sous-traitez la partie web design à votre camarade, soit vous arrivez à deux devant votre client en disant, ben voilà, regardez, ça, cette partie-là, je ne sais pas la faire, mais je vous recommande cette personne, on se connaît bien, on va travailler ensemble. C'est d'ailleurs toutes les petites boîtes de graphisme sont montées comme ça, généralement. C'est-à-dire qu'on commence tout seul, on a de plus en plus de clients, et ce qu'on appelle les TPE, hein, ce qui est 90% des entreprises ou 95% des entreprises en France, hein, c'est des boîtes de moins de 10 salariés. On commence tout seul et puis au fur et à mesure, on va dire le panier client grossit. On a besoin d'une personne, deux personnes. Au début, c'est des collaborations. Après, ben, certains voilà, vont salarier des gens ou pas, ou créer des associations pour, enfin, ce que j'appelle des associations, quelle que soit la forme juridique, pour travailler ensemble et pouvoir répondre à une demande d'un client où on n'a pas toutes les compétences. Si je peux ajouter aussi, nous à l'école, ce qu'on aime bien faire, c'est mettre en avant nos étudiants. Donc, mettre en avant leurs travaux aussi sur les réseaux sociaux, mais aussi leur parcours et ce qu'ils font en fait à l'intérieur bah, du coup de l'école.
Et notamment grâce à ça, certains de nos étudiants ont réussi à trouver un travail auprès d'entreprises. Donc ça, c'est vraiment, on aime vraiment vous mettre en avant parce que vous le méritez, vous travaillez dur et ça paye. Et c'est vraiment pour ça qu'on a à cœur de vous accompagner concrètement sur ce marché du travail. Et, qui est une jungle. Et donc, du coup, on vous donne des astuces vraiment concrètes. Moi, à titre personnel, donc, du coup, je prends du temps avec les étudiants pour établir une stratégie pour leur création d'entreprise ou quand ils ont déjà créé une entreprise, donc, du coup, réajuster leur stratégie pour pouvoir acquérir les clients qu'ils souhaitent et faire ça au mieux et de manière très efficace. Donc, vraiment, on met tout en œuvre pour vous garantir cette insertion sur le marché du travail et de façon sereine, ce qui est très important aussi pour vous. Voilà. Et donc, du coup, je vais passer sur une autre question de Cécile. Donc, le book est primordial, c'est clair. Malgré tout, lorsque je regarde des offres d'emploi de graphiste, le diplôme est systématiquement obligatoire. Le niveau bachelor est-il suffisant pour trouver un emploi salarié ou pensez-vous qu'il faille poursuivre un master? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Vous avez à la fois, tout dépend de votre prétention, en fait, enfin, vos prétentions, de là où vous voulez arriver dans l'entreprise. Forcément, quand on arrive avec un master pour une offre d'emploi ou euh, dans une entreprise, ben, on va pouvoir peut-être viser un poste plus haut. De toute façon, l'entreprise va dire, ben, généralement dans l'annonce, elle va dire, moi, je cherche un minimum un niveau bac+3 ou minimum un niveau bac+5. Quand vous allez faire un master, généralement, vous commencez d'avoir des compétences de management, tout simplement. C'est-à-dire que le master, ce que vous faites en master, les 2 ans suivant le bachelor, vous allez continuer de faire des projets de design, donc approfondir tout simplement ce que vous avez déjà fait en bachelor et commencer à mener des projets où la plupart du temps, ça intègre la notion d'équipe et de concrètement visualiser des projets. Donc, ma réponse est oui, c'est toujours mieux d'avoir un master. À un moment, bac+7, il y a un moment, c'est too much, hein, mais bac+5, c'est bien. Nous, ça fait partie, pour être un petit peu dans les tuyaux, on a cette idée de monter aussi un master dans l'école. Pour l'instant, on en est au bac+3. Oui, le diplôme est important parce que tout simplement, moi-même, je connais bien le sujet en tant que recruteur. Je vais m'appuyer pour recruter quelqu'un sur quelque chose qui me parle, c'est-à-dire qu'est-ce que cette personne a comme compétence et qu'est-ce qu'elle peut me prouver. Donc, un, je regarde le CV, son historique. Deux, je regarde en effet son diplôme. Qu'est-ce qu'elle a comme diplôme? Est-ce que c'est un bac+2, bac+3, bac+4? Mais ensuite, derrière, ben voilà, pour le domaine du design, je vais quand même aller regarder le book une fois de plus. Donc, j'essaye de répondre concrètement à votre question. Moi, je pense qu'on peut trouver aujourd'hui du travail avec un bac+3. On est encore, on va dire, un petit peu fragile, entre guillemets, c'est-à-dire surtout pour les étudiants. C'est-à-dire que je pense que si vous êtes un étudiant, un jeune étudiant qui va se retrouver niveau bac+3 à 21, à 20, 21 ans ou 22, ça va dépendre de votre parcours scolaire, bah, là, oui, vous avez encore très peu d'expérience. Par contre, toutes nos personnes en reconversion professionnelle, ça leur suffit, hein, un bac+3. Ils arrivent, ils arrivent déjà avec une force de travail. Nous, on va leur apprendre la méthodologie, les compétences. Après, ils savent qu'ils sortent de l'école, c'est pas ça y est, tout de suite, tout est parfait. Mais on a beaucoup d'élèves, nous, particulièrement en conversion pro, qui présentent au diplôme des projets qu'ils ont vendus, qu'ils ont concrètement parce qu'ils ont suivi le process et dès le début du grade 3, on va leur expliquer comment, s'ils veulent monter une autre entreprise, on va donner toutes les clés pour vraiment s'intégrer sur le marché du travail. Et forcément, quand on arrive devant un jury diplômé avec des projets en disant ben, celui-là, je l'ai vendu, je suis en train de le réaliser, ben, ça a du poids et c'est le poids de l'expérience, tout simplement. Donc, pour finaliser cette réponse, oui, on trouve du travail à bac+3. On en trouvera aussi à bac+5. Ce n'est pas forcément les mêmes postes, tout simplement, je pense. Oui, et ce qu'on propose aussi à nos élèves, c'est notamment le pôle pédagogique, c'est de corriger vos CV et vos lettres de motivation. Ce qui peut être important aussi pour vous aider à trouver une entreprise et à postuler. Donc ça, c'est vraiment les aides qu'on vous propose. Oui, Euh, il y a, enfin, c'est pas que ça. Voilà, oui, comme c'est pas tu que disais, ça. il y a l'accompagnement que tu fais en coaching sur les élèves quand ils cherchent un endroit spécifique. Il y a beaucoup de possibilités.
Une question de Azarel. Donc, j'ai pas bien compris les grades un, 2 et 3. Bah, bachelor, grade 1, 2, 3, première année, deuxième année, troisième année. Donc, grade 1, on vous apprend toutes les compétences techniques, théoriques, la méthodologie de travail, toutes les bases du design. C'est un socle de compétences essentielles que vous avez besoin d'avoir. Euh, En tant que designer, quelle que soit la spécialisation, ça passe par des bases en dessin. On ne va pas vous demander d'être un Picasso du dessin, mais vous avez besoin de savoir ce que c'est qu'une perspective à un, deux points de fuite, deux, trois points de fuite. Vous avez besoin d'être en capacité de dessiner juste une silhouette très simplement. L'idée, c'est juste, j'ai une idée, est-ce que je suis en capacité de l'exprimer au bord d'une table pour dessiner une perspective, pour montrer une idée de logo, etc., etc. Voilà. Après, derrière, vous allez peut-être travailler avec la tablette graphique, avec des outils, avec tout ce que vous voulez, bien évidemment. Et on vous apprend tout ça. Mais donc le gradin, j'ai pris l'exemple du dessin, mais voilà, la théorie des couleurs, les matériaux, il y a énormément de choses, un socle de connaissances à avoir en gradin et de compétences qu'il faut acquérir. Ensuite, grade 2, grade 3, c'est les spécialisations. Donc, trois spécialisations possibles, graphisme, espace et produit. Et sachant qu'elles peuvent être cumulables. DEMAD, vous cumulez deux spécialisations, Bachelor Designer Global, vous cumulez les trois spécialisations. Plus de spécialisation, plus de projets, plus de travail, concrètement. Voilà. Donc, généralement, temps de formation quand même rallongé, hein, la plupart du temps. Mais donc, à partir du grade 2, on attaque dès le début de façon des projets concrets de design. Le cours de projet de design, c'est la locomotive. Donc, on part d'un cahier des charges. Ce cahier des charges, ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle un brief client. Donc, établir les besoins du client, proposer des pistes créatives. Derrière ces pistes créatives, vous allez sélectionner là où les pistes créatives qui vous paraissent les plus pertinentes. Donc tout ça, vous pouvez le faire avec des allers-retours, bien évidemment, avec les professeurs. Toutes les sessions en visio avec les professeurs, elles servent à ça. Une fois qu'une piste créative est développée, vous travaillez cette piste jusqu'au bout et vous présentez ce qu'on appelle les livrables dans le métier, c'est-à-dire le projet final. Donc, toutes ces étapes du projet, on va vous apprendre bien évidemment à cette méthodologie créative. On va vous l'apprendre. C'est tout ce qu'on vous apprend. Ça, c'est le cours de design, c'est la locomotive. Et vous allez vous rendre compte que pour réaliser un projet de cette nature-là, quelle que soit la spécialisation, graphisme, espace, produit, ben, vous avez besoin de compétences en dessin, en logiciel. Vous avez besoin de connaissances en histoire du design. Parce que la création, elle sort pas de nulle part. Elle sort de notre environnement, de notre connaissance. Donc, on a besoin d'avoir des compétences sur ce qui s'est passé, ce que font les autres. On a besoin d'avoir une veille métier, aussi bien sur le design actuel que sur ce qui s'est passé dans le design depuis la révolution industrielle et un petit peu avant. Et on va dire déjà, voilà, de la révolution industrielle à nos jours, il s'est déjà passé tellement de choses dans l'histoire du design. Ça, vous avez besoin d'être compétent là-dessus parce que ça va vous inspirer. C'est ça qui va vous permettre de faire des propositions créatives ergonomiques. Il va y avoir tout l'aspect dans un projet réalité financière, on va dire. Quand vous êtes en design produit, vous pouvez avoir les meilleures idées du monde. Si les matériaux que vous utilisez, le coût de ceci, l'ergonomie n'est pas au rendez-vous, ça ne va pas fonctionner. Donc tout ça, on va aussi travailler avec vous ces éléments-là de façon à ce que vous ayez des projets concrets et réalistes, hein, quelle que soit la spécialisation. Je me suis un petit peu, voilà, je suis parti par différentes, je me suis un peu Tu t'es étendu, emballé. mais globalement, le G2, G3, ils servent à ça. C'est voilà, la locomotive, le design de projet, et ensuite les wagons, les autres matières, dessin, art plastique, logiciel, histoire du design, et puis bien sûr communication, etc. J'ai une question de Léa. Donc, en speed learning, est-ce le même tarif et la même durée d'enseignement, donc 15 à 18 mois environ estimés, selon l'intitulé choisi, par exemple designer global qui englobe toutes les spé et designer produit, qui Non, est il y a juste du alors en spé. effet, Speed Learning, donc c'est 24 mois d'accès à la plateforme. Bien évidemment, imaginez que vous prenez Speed Learning et puis que ça déborde, qu'au bout de 24 mois, vous vous dites, bah, je me rends compte que je n'ai pas fini, ce qui peut arriver, bah, vous avez la possibilité d'acheter des mois supplémentaires à tarif voilà, préférentiel. L'objectif, nous, c'est de vous accompagner, hein, ce n'est pas de vous assassiner financièrement. Et pour répondre à la question,
qui En était par gros, si tu as plusieurs spécialités en speed oui, oui, learning, est-ce que... spécialité, voilà, DEMAD. Là, il faut, voilà, c'est des frais supplémentaires, hein. Par contre, c'est des options qui se prennent à partir du grade 2. Le grade 1, c'est le même pour tout le monde. À partir du grade 2, si vous décidez de prendre, je veux faire le bachelor designer graphique et puis je veux prendre en DEMAD l'option architecture d'intérieur, voilà, il y a un coût supplémentaire, absolument. Je ne l'ai pas sous euh, les yeux, donc Ophélie, on pourra vous envoyer toutes ces choses-là dans le programme détaillé. Il y a un tableau avec tous les tarifs et toutes les options possibles. Et après, je ne sais pas du coup si tu as répondu parce qu'elle avait une deuxième question. C'est autrement, après la validation du gradin, est-ce possible de choisir plutôt l'un que l'autre? Bien Donc, sûr. En fait, gradin, tronc commun. Donc, si en gradin, vous ne savez pas encore si vous voulez faire du graphisme, de l'espace ou du produit, c'est uniquement au moment où vous allez, quand vous aurez validé votre gradin, vous aurez un rendez-vous avec votre référent pédagogique. Il vous dira, OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait pour le grade 2? Ah, ben, je veux faire, j'ai changé d'avis, je ne veux pas faire du graphisme, mais je veux faire du design produit. Ben, nous, on vous inscrit sur le design produit. Ou à ce moment-là, vous dites, je me rends compte que j'adore et le graphisme et le design produit, eh ben, on est parti sur un DEMAD et dans ces cas-là, on vous propose le DEMAD. Voilà. Pour le coup, comme je vous disais, pour le coup, avec un coût supplémentaire par grade pour le DEMAD, mais qui est vraiment très, très modeste. Je vais pas dire de bêtises sur le tarif, je n'ai plus en tête. j'ai plusieurs questions donc, de Léo. Est-ce qu'avec la formation de designer graphique, on peut travailler dans le domaine du jeu vidéo ou de l'animation? Donc, est-ce obligatoire d'avoir une tablette graphique? Est-ce qu'avec la formation, on a le droit à une réduction à la suite Adobe? Je te laisse Ok. d'abord répondre à ça. Alors, réduction suite Adobe, oui, bien sûr, vous avez les tarifs étudiants, quel que soit que vous soyez étudiant ou en formation continue, donc les reconversions professionnelles, vous avez accès pour tous les logiciels à des tarifs préférentiels. Ça, c'est le premier point. Ensuite, autre question. Est-ce obligatoire, donc, du coup, la tablette graphique? Alors, ce n'est pas obligatoire, mais Mégane, ici présente, tous les 15 jours à peu près, voilà, propose un atelier tablette graphique tous les vendredis midi. Je sais que les élèves s'amusent bien. Donc oui, la tablette graphique, c'est pas obligatoire. On a en fait, nous, le bachelor designer graphique, on va dire, c'est un bachelor designer graphique euh, généraliste, entre guillemets, où on va aussi bien vous donner la capacité de faire du logo que de faire de l'illustration. Ce qui fait que derrière, on a, enfin, du web design, on a des élèves qui sortent et qui se spécialisent dans l'illustration, d'autres qui spécialisent, je pense récemment un élève qui fait que de la vignette pour vidéo YouTube et qui cartonne. Donc il y a plein, euh, et ça, c'est ça qui est génial hein, quand même dans les métiers créatifs, hein, c'est que c'est des métiers où c'est beaucoup plus difficile de vous mettre dans des cases. Donc, n'ayez pas peur là-dessus de vous dire est-ce que votre formation elle est faite pour faire du jeu vidéo? Alors, vous allez peut-être trouver des formations où l'entête, c'est devenez designer gaming. Super. Mais qu'est-ce qu'il faut apprendre pour devenir designer gaming? Bah, il faut les bases du dessin, il faut les bases des logiciels. Donc, toutes les bases qu'on va vous apprendre, elles vont vous permettre, si vous le souhaitez, de vous spécialiser dans le gaming si besoin. Après, on n'est pas une école spécialisée là-dedans. On n'a pas un bachelor designer gaming, par exemple. Mais on pourra tout à fait voilà, vous accompagner là-dedans. Tout dépend de votre projet. Le mieux, là, à ce stade-là, parce que moi, je ne veux pas m'avancer sans connaître exactement votre projet, c'est de vous dire, voilà, prenez rendez-vous avec un conseiller pédagogique, on développera ça ensemble et on verra si on est la formation qui correspond à vos attentes. Il y avait une troisième question. Tu y as répondu. OK, parfait. J'ai une nouvelle question donc, de Cécile. Donc, pouvez-vous nous parler des certifications TOSA pour Illustrator, Photoshop et InDesign? La certification TOSA, c'est comme le TOEIC, en fait. Tout simplement, le TOEIC, vous passez une épreuve d'anglais et vous avez un score sur 1000 qui vous dit, voilà, j'ai 500, 600, 700, 800 sur 1000. Et donc, ce score sur 1000, il est validé, il est comparé à des milliers d'autres résultats qui dit que quand vous avez 800 sur 1000, vous êtes niveau expert, vous êtes niveau ceci. Bah, le TOSA, c'est exactement la même chose. C'est, je passe un examen sur ma connaissance d'un logiciel, Photoshop, InDesign, Illustrator. Ça peut être aussi WordPress aujourd'hui. Ça peut être aussi AutoCAD, je crois. Je parle de logiciels qui sont enseignés à l'école.
sur tous ces logiciels. Alors, c'est vraiment un logiciel, c'est une boîte à outils. Et le TOSA, c'est, tu as un tournevis, c'est fait pour tourner une vis. C'est pas fait pour enfoncer un clou. Donc, le TOSA vous dit, OK, montre-moi que tu sais tourner une vis avec le tournevis, montre-moi que tu sais faire tel effet, montre-moi, etc. Donc, c'est vraiment une certification reconnue, en effet, mais purement technique. Voilà. Là, donc, c'est très bien. Nous, on le recommande parce que et on le propose à nos étudiants. C'est inclus, le passage du TOSA est inclus pour les élèves qui sont en live. Après, c'est en option pour les élèves en e-learning ou speed learning, mais vraiment, une fois de plus, à des prix uniquement on ne fait pas de marge dessus. C'est juste pour vous permettre de l'obtenir. L'objectif, c'est que ça fait autorité, tout simplement. Le TOSA, ça vous permet de rajouter une ligne sur votre CV. Et surtout, alors moi, c'est ce que je dis souvent, c'est que quand on regarde les CV des gens, alors en Excel, j'estime que je tire le petit trait et je vais aux trois quarts. En Photoshop, ah ouais, je suis bon en Photoshop, je mets à fond. En Illustrator, ah non, Illustrator, je ne suis pas très fort, allez, je vais mettre la barre à moitié. C'est de l'auto-évaluation. Cette auto-évaluation, elle ne vaut rien du tout. Vous pensez avoir une compétence, en fait, vous ne l'avez peut-être pas du tout, et vous êtes peut-être, soit vous êtes peut-être très bon et vous ne le savez pas, soit vous êtes peut-être mauvais ou passable et vous ne le savez pas non plus. Donc, en tant que recruteur, le TOSA ou le TOEIC, mais pour parler du TOSA, ça permet de concrètement connaître le niveau réel d'une personne sur un logiciel. Donc, c'est recommandé. Après, juste, et je termine là-dessus, c'est voilà, connaître l'outil, et on voit, c'est des débats qu'on a en interne au niveau de la pédagogie. Oui, on propose de le passer. Oui, on va vous apprendre les logiciels en mode tuto pour que vous puissiez passer le TOSA et avoir des bonnes notes dessus. Après, un designer, en fait, je reprends l'exemple de la boîte à outils. Ben, quand on est bricoleur, il y a un moment, le marteau, il fait chasse-cou, le tournevis, il sert de levier pour faire autre chose, etc., etc. C'est-à-dire qu'un outil, il a une destination première, mais la créativité fait que, et les besoins du moment, fait qu'un logiciel, on va pouvoir passer par plein de chemins différents, faire des erreurs, et c'est en faisant cette erreur qu'on va trouver un effet hyper intéressant. La créativité fait qu'on utilise l'outil de façon complètement différente du côté académique que va vous demander le TOSA. Mais c'est bien. C'est bien d'avoir le TOSA et c'est bien aussi après, et nous, c'est ce qu'on a construit dans notre enseignement, on va vous apprendre à utiliser l'outil de façon académique, on va dire, et puis de l'autre, après, on va vous apprendre à sortir de cet académisme pour mettre l'outil au service de votre créativité. Euh, Est-ce qu'il y aura des présentations de projets à l'oral? Oui, Et est-ce... bien sûr. Voilà. Bien sûr, alors il y a toujours des projets de présentation à l'oral, puisque de toute façon, toutes vos corrections, alors c'est des oraux plus ou moins, on va dire, importants, mais dans le sens où à chaque fois que vous allez présenter un module, bah, vous l'affichez, alors c'est le professeur qui l'affiche à l'écran, et puis il regarde votre module, et puis bah, là, il y a une discussion qui s'instaure, mais un petit peu comme si vous étiez sur la table à côté de moi, vous me présentez votre projet, et puis ben, je vous dire, ah, bah, tiens, ça c'est intéressant, ça c'est bien comme piste créative. Ah, là, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Comment est-ce que tu as fait ça? Explique-moi. Ah bah tiens, est-ce que tu connais tel designer, tu aurais pu aller dans ce sens-là, etc. Enfin, il y a un dialogue qui se construit. Donc, si c'est ça une présentation orale, on peut le dire comme ça. Mais après, concrètement, tous les partiels, les oraux, là, on vous demande de jouer le jeu de l'oral comme vous allez le vivre toute votre vie de designer. C'est tout simplement de faire, vous êtes face à un client, vous lui présentez son projet, son logo à lui, ou les plans de son futur appartement ou du retail, etc. Bah, vous avez besoin de le convaincre, cette personne. Donc, vous allez faire une présentation orale de votre projet face à vos professeurs. L'avantage de l'école, c'est que comme on est dans un milieu bienveillant, on n'est pas là pour vous descendre. Donc, si c'est ce qui marche, on va vous dire ce qui fonctionne. Ce qui ne fonctionne pas, on va vous expliquer comment arriver à l'améliorer de façon à ce que vous puissiez voler de vos propres ailes au fur et à mesure. Et est-ce qu'il y a des cours d'anglais? Il y a des cours d'anglais qui sont en option. Alors, on ne va pas parler de cours d'anglais pour apprendre l'anglais à proprement parler. On ne va pas se substituer. Vous avez aujourd'hui tellement de techniques pour apprendre l'anglais et de plateformes qui sont super bien foutues. Nous, on est une école de design. Par contre, on fait appel à une professeure d'anglais qui, elle, va travailler exclusivement sur le vocabulaire lié aux différentes spécialités du design. Et on va travailler voilà, ce vocabulaire avec elle.
Enfin, vous allez avoir la possibilité de travailler ce vocabulaire avec elle. Je ne dis pas de bêtises, c'est inclus dans les lives, Megan. Et par contre, e-learning et speed learning, c'est en option. Voilà. Alors, j'ai plusieurs questions sur les stages. Donc, première question. Donc, comment intégrer un stage en speed learning? Y a-t-il un moment plus opportun à conseiller et quelle est la durée recommandée? Et combien de stages peut-on faire? Vous pouvez faire autant de stages que vous voulez. C'est fortement recommandé dans le sens où faire un stage, c'est mettre un premier pied dans une entreprise. Si l'entreprise est satisfaite et qu'elle a la capacité, les moyens de le faire, elle aura envie de vous embaucher derrière. Donc, il n'y a pas de limite. Le timing, même chose, c'est quand vous voulez. L'avantage d'une formation à distance, c'est que vous pouvez très bien être en stage et puis négocier, par exemple, avec votre employeur, enfin la personne qui vous reçoit en stage, de dire, bah, écoutez, est-ce que vous êtes OK pour, je suis en stage chez vous, mais de me laisser 2 heures par jour pour continuer ma formation. D'ailleurs, le principe, on n'en a pas parlé, mais pour les titres RNCP, on va mettre en place la possibilité de l'alternance pour nos étudiants. Donc ça sera uniquement à partir de la rentrée et uniquement à partir du grade 2. Hein. Il faut savoir que l'alternance est très encadrée. Ça s'adresse à la formation continue. Et pour les 2 titres RNCP, il y aura la possibilité de faire de l'alternance. De la même façon, vous avez trouvé une entreprise, vous êtes en entreprise. Dans cette entreprise, il va y avoir des temps dédiés où vous allez travailler pour l'entreprise et des temps dédiés où vous travaillerez pour l'école. Je parle de ça parce que pour le stage, c'est exactement de la même façon. Faites-les quand vous voulez. L'avantage du speed learning ou du e-learning, c'est que vous avancez à votre rythme. Donc, imaginez que vous avez trouvé un mois de stage, mais que vous deviez travailler à temps plein pour ce stage. Ben, ce n'est pas grave. Vous mettez de côté un mois d'études avec l'école La Fontaine, et vous faites votre stage. De toute façon, quand vous allez sortir de là, vous aurez forcément appris, si c'est un bon stage, acquis des compétences que vous allez retourner sur les projets de l'école. Ça en sera d'autant plus bénéfique. Dernière question, comment trouver un stage? Bon, ben, ça aussi, ça fait partie dans l'accompagnement. Alors, on ne trouve pas les stages pour vous. Par contre, on vous explique comment les trouver. Et il arrive aussi qu'on puisse avoir des offres de stage, et donc aussi on vous Oui, les oui, oui. propose. Alors, Donc, régulièrement, on a des demandes. Donc, on les fait suivre, bien évidemment, aux étudiants. Si je peux... oui. Attends, tu m'entends? Ouais, si je peux préciser, juste pour les stages, en fait, la plupart du temps, en grade 1, vous préférez faire des stages d'observation dans des métiers peut-être très précis ou de découverte. Donc, ça va être des stages d'1 à 2 semaines, hein. La durée, elle est vraiment pas limitée. C'est vous qui choisissez et qui voyez aussi en fonction des personnes, des entreprises que vous trouvez. Donc, ça peut être aussi des stages à distance, ça c'est déjà fait, selon là où vous êtes, si vous avez des moyens de transport et tout. Il y a vraiment une flexibilité, bien sûr, qui est encadrée, mais enfin voilà, c'est la plupart du temps en grade 1, donc en première année, quand vous êtes en prépa, c'est des stages d'observation. Vous allez voir un imprimeur et puis vous lui demandez voilà, de découvrir son métier, par exemple, ça peut être ça. Et en grade 2, souvent à la fin, de votre spécialisation, vous pouvez faire des stages d'1 mois, 2 mois. Au-dessus de 2 mois, vous pouvez même trouver des stages rémunérés jusqu'à 6 mois. Voilà, pour la petite précision un peu réglementaire sur les stages. Ouais, merci, merci Megan, oui, de cette précision. Tout à fait. Sachant qu'en fin de grade 2, c'est très intéressant de faire des stages parce que vous avez acquis des compétences. Donc forcément, vous allez aussi intéresser l'entreprise dans laquelle vous pouvez faire un stage, puisque un stage, hein, c'est gagnant-gagnant. Hein, vous êtes là pour apprendre des choses, mais l'entreprise aussi, elle a aussi envie que vous soyez en capacité de lui rendre des services. Alors, pouvez-vous rappeler quelles sont les formations en titre RNCP versus les bachelors? Bah, tous nos bachelors, hein, bachelor designer graphique, designer d'espace, designer produit, diplôme européen des métiers d'art, designer global, c'est les diplômes délivrés par l'école. Et les 2 titres RNCP à l'heure actuelle sont le titre RNCP infographiste metteur en page et le titre donc on peut passer en fin de grade 2, c'est un niveau équivalent en fin de grade 2. Vous pouvez me le passer en fin de grade 3 si vous avez envie, hein, ce sera plus facile pour vous. Et sinon, c'est le concepteur UI. Voilà. Voilà les 2 titres qu'il est possible de passer avec l'école. Nous, c'est le même, il faut vous dire que quand vous passez le bachelor, c'est exactement le même programme qui est dispensé. Pour les 2 titres, à chaque fois, il y a juste 2 modules spécifiques complémentaires
pour répondre à l'exigence en fait du titre RNCP qui vont être dispensés en plus en fait de la formation classique pour vraiment répondre au cadre réglementaire du RNCP. Mais derrière, c'est le même contenu pédagogique, le même accompagnement. Et après, la différence aussi, c'est que quand vous passez le bachelor, le diplôme se fait avec l'école. Quand vous passez le titre RNCP, se fait avec l'école en distanciel. Les titres RNCP, vous devez vous présenter à l'école. Le bachelor, excusez-moi, je vais y arriver. L'examen doit obligatoirement se passer dans les locaux de l'école. Bon, c'est de l'administratif, mais voilà. On respecte un référentiel par rapport qui est lié au titre RNCP qui va imposer certaines contraintes. Alors, si on s'inscrit à une formation, est-ce qu'on aura un contrat de formation avec des modalités, droits et devoirs de l'élève? Bien sûr. Oui, très bonne question. Quand vous vous inscrivez concrètement, une fois qu'on a validé une entrée en formation avec vous, vous allez avoir un rendez-vous avec votre conseiller pédagogique, votre conseiller d'orientation, qui va faire l'inscription avec vous. Donc, ça passe par un bon de commande en ligne. Une fois que ce bon de commande est validé, vous allez recevoir on va définir ensemble les modalités de financement et la nature. Est-ce que c'est voilà, carte bleue, CEPA, etc. Vous allez recevoir une convention de formation à signer. Dans cette convention de formation, vous aurez l'ensemble, vous aurez le règlement intérieur de l'école, tous les éléments afférents justement à au contrat, on va dire, qui nous lie. Nous, on s'engage à vous former et à vous donner tout ce dont vous avez besoin pour vous former. Vous, de votre côté, vous vous engagez à travailler pour arriver au bout de cette formation. Alors, en tout cas, on est bien d'accord qu'on opte pour le bachelor ou le titre RNCP. On sort bien de la formation avec un diplôme papier, entre parenthèses, si toutefois on est admis, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Dans tous les cas, vous sortez avec un diplôme papier, je vous confirme. Oui, d'ailleurs, on organise tous les ans une remise de diplôme qui se fait à Montluçon, donc organisée par Mégane et Antoine cette année. Voilà, puisqu'on est dans les locaux, on est, comme on disait, en Auvergne, dans le centre de la France, on est dans les locaux d'une ancienne école communale. Donc, on est une école physique en présentiel qui a une tête d'école, visuellement. Voilà, et on vous invite une fois par an, on va faire la remise des diplômes avec les anciens, mais on a régulièrement d'autres élèves qui sont ravis de venir nous voir, qui sont en cours d'études et qui viennent aussi nous voir. Euh, donc la prochaine remise des diplômes a lieu début septembre, hein, je crois. Donc tous ceux qui veulent sont les bienvenus. Et du coup, une autre question de Cécile. Donc, le titre RNCP n'a pas de valeur supérieure au bachelor? Non, alors pas pour moi en tout cas. C'est un grand débat. On a en effet une personne sur deux qui nous appelle et nous demande si titre RNCP. Alors c'est quoi un titre RNCP? Un titre RNCP, c'est un titre qui est reconnu par France Compétences. France Compétences a été créé en 2018, donc c'est un titre qui est reconnu par l'État. La différence entre... Alors, il faut que je prenne des pincettes pour parler, mais je vous donne la façon dont je vois les choses. C'est qu'en effet, le titre RNCP, on doit respecter un référentiel pour amener l'étudiant à valider des compétences, en fait. Ils vont parler de blocs de compétences spécifiques pour pouvoir exercer un métier. Donc, sur le marché du travail, en effet, peut-être que des gens vont vous dire, moi, si votre titre n'est pas RNCP, je ne vous embauche pas. Je ne l'ai jamais vu à titre personnel, hein. Je vois pas ça. Par contre, en effet, ça peut éventuellement, il y a certaines écoles, particulièrement à l'étranger, par exemple, ça peut être un point bloquant, ça, pour être clair là-dessus. C'est-à-dire que certaines écoles étrangères, pour passer, par exemple, en master à l'étranger, ils ne vont peut-être reconnaître qu'un titre RNCP. Mais pas forcément. D'autres vont dire, non, non, nous, on va regarder une fois de plus votre dossier, votre book, vos réelles compétences, et c'est là-dessus qu'on va s'accrocher. Il y a certains financements ne vont fonctionner qu'avec un titre RNCP. Voilà la réalité. Après, nous, ce qu'on constate, hein, c'est que les diplômes qui sont délivrés par l'école, donc qui ont la valeur qu'on leur donne, nous, en tant qu'établissement d'enseignement supérieur ou organisme de formation, euh,
on fait le même travail en fait hein, pour nos élèves, quel que soit le diplôme qu'ils passent derrière. Donc, c'est le même contenu pédagogique, c'est le même accompagnement. Donc derrière, les gens qui veulent absolument un titre RNCP, je vais pas, on va pas les empêcher. S'ils veulent passer par le titre RNCP, c'est tout à fait concevable qu'ils le fassent. Mais et voilà, pour mettre quand même des pincettes, je le dis, voilà, en toute déontologie, nous, on estime et on fait vraiment de notre mieux pour bien faire notre travail en tant qu'école. Et pour nous, le titre délivré par l'école ou le titre RNCP, ça a la même valeur. On fait la même chose pour nos étudiants. Mais il est vrai que le titre RNCP pour l'État, c'est un rempart contre des gens pas forcément très bienveillants qui vont faire des formations voilà, pas forcément très qualitatives. Donc ça permet de faire le tri. Euh, on ne fonctionne pas comme ça, donc on n'a pas cette question-là. Il se trouve qu'on est en capacité aujourd'hui de vous proposer un titre RNCP, deux titres RNCP pour le graphisme. Bon, bah voilà. Ceux qui ont besoin d'être rassurés par ce titre-là, bah, qu'ils n'hésitent pas dans ces cas-là à le passer. De toute façon, le parcours pédagogique en amont va être le même. On va, une fois de plus, vous allez passer par le grade 1, grade 2, grade 3. Il y a juste, comme je vous disais, à chaque fois, deux modules spécifiques complémentaires qu'on va vous faire passer pour répondre à des attentes spécifiques du titre, mais qui sont absolument pas, voilà, c'est pas ce qui va changer votre vie derrière. Après, derrière, sur le marché de l'emploi, moi, j'ai pas vu d'employeurs, ou j'ai pas ce retour d'employeurs qui disent ah non, c'est pas un titre RNCP, je ne prends pas. C'est pas, je pense pas que ce soit un point bloquant. Vraiment, une fois de plus, l'employeur, OK, regarde le CV, j'ai vu, il a un diplôme derrière, et pas uniquement voilà, un truc de 3 mois, parce que oui, c'est vrai qu'il y a plein, particulièrement aujourd'hui sur les formations à distance, vous avez plein de petites formations de 8 semaines, de 3 mois, de 6 mois. Ben, il faut vraiment, nous, c'est la première chose qu'on dit à toutes les personnes qui nous contactent, c'est prenez le temps de regarder le contenu pédagogique de ce qu'on propose. N'hésitez pas à les comparer avec d'autres écoles. On est complètement ouvert là-dessus et on montre complètement, on est complètement transparent. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer un programme de 40 pages qui peut paraître un petit peu indigeste, hein, mais au moins, il n'y a pas de surprise sur ce qu'on propose, sur ce qu'on fait et comment on le fait. Derrière, vous êtes complètement libre de choisir, de nous choisir l'objectif. Si tous les feux sont ouverts, que nous, en tout cas, on voit que vous avez l'appétence suffisante, on vous admettra. Derrière, on vous accompagnera. Mais il faut que ce soit vous qui nous choisissiez et pas l'inverse. On inverse la sélection, pour moi, ce n'est pas nous qui la faisons, ça peut paraître très pompeux, c'est vous qui la faites en fait. C'est vous qui devez choisir votre école, votre organisme de formation, parce qu'il doit correspondre à vos attentes et à vos objectifs. Et que derrière, il délivre ou pas un titre RNCP, en tout cas, moi, ma conviction, une fois de plus, c'est pas une priorité, particulièrement dans les métiers du design. C'est pas des métiers réglementés. Vous voudriez devenir avocat, docteur ou autre. Hein. Bah oui, là, vous êtes obligé de passer par des études. C'est ce qu'on appelle des métiers réglementés. Vous avez l'obligation de faire un certain type d'études. Graphiste, vous n'êtes pas obligé de faire des études, hein, parce qu'il y en a qui se lancent en autodidacte. C'est pas forcément la voie la plus facile, parce que vous allez mettre beaucoup plus de temps à apprendre, mais pourquoi pas, il y a des gens à qui ça va correspondre et ça va fonctionner pour eux de se former en autodidacte dans un domaine. Dans tous les cas, même si vous passez par 3 ans d'études, que ce soit chez nous ou ailleurs, on est dans des métiers, je crois que beaucoup de métiers aujourd'hui sont comme ça, où on est en permanence obligé de faire une veille métier, de s'informer. Ça se fait de façon naturelle, c'est-à-dire qu'on continue de se former toute sa vie. C'est les logiciels, il y a des updates tous les 6 mois. Ah bah tiens, ça y est, là, Photoshop, il y a un nouvel outil hyper pratique pour faire du détourage. Et tiens, ils ont intégré l'IA à tel endroit. Comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que je vais pouvoir faire ça? Comment est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour booster ma créativité et m'aider dans mes projets? Très longue réponse pour donner Euh, ma vision du RNCP. Voilà. bah, une nouvelle question du RNCP de Léo. Donc, est-ce qu'avec le titre RNCP validé, est-ce qu'on peut passer la VAE? Alors, la VAE, c'est la validation des acquis d'expérience. Donc, en fait, c'est deux choses complètement différentes. Ça, oui, enfin, là, si je retourne la question comme je l'ai compris, vous pouvez faire une VAE
pour pouvoir obtenir le titre RNCP. Donc, imaginez que vous êtes déjà graphiste depuis quelques années, peut-être autodidacte, vous n'avez pas de diplôme, vous voulez obtenir un diplôme, quel qu'en soit le motif, bah, vous allez faire une VAE, en effet. Donc, oui, oui, c'est possible. On peut vous accompagner là-dessus. Quelque part, plutôt, une VAE, c'est quoi? C'est bah, au lieu de faire les années d'études, je vais montrer que tout le contenu pédagogique des études, je l'ai déjà. Donc, je vais construire un dossier qui montre que j'ai toutes ces compétences et je vais passer le diplôme de façon classique pour le coup pour valider le diplôme. C'est comme si un petit peu vous passiez le diplôme en candidat libre, on va dire, mais quand même en ayant montré patte blanche avant. Parce que le principe de la formation continue, c'est de s'assurer que vous ayez validé vos blocs de compétences avant de passer l'examen final. Du coup, une question de Cécile. Donc, que je comprenne bien, le bachelor que vous proposez est un vrai diplôme ou une sorte d'équivalent de diplôme? C'est quoi un vrai diplôme? Donc, c'est un vrai diplôme. On a donc, une fois de plus, la nomenclature des diplômes en France, un établissement d'enseignement supérieur, ce que nous sommes. On est un établissement le titre exact, c'est on est établissement d'enseignement supérieur technique privé. Donc, habilité auprès du rectorat de Clermont-Ferrand à enseigner. On a l'autorisation, l'enseignement est libre en France. Donc, à partir du moment, on va dire, qui veut, entre guillemets, peut créer une école, c'est une entreprise, une école privée, va pouvoir délivrer des formations. Donc, nous, on a le statut voilà, d'établissement d'enseignement supérieur technique privé. On est aussi organisme de formation. On a construit un programme de formation avec des professeurs, des intervenants, enfin tout un écosystème pédagogique qui amène à passer les diplômes que délivre l'école. Donc oui, c'est un vrai diplôme. Après, si vous voulez une reconnaissance de l'État, vous allez demander un titre RNCP, les titres RNCP dont je viens de parler, qu'on propose en graphisme. Ça, dans ces cas-là, c'est tout, c'est le même parcours pédagogique, sauf que ça va permettre d'obtenir le même bout de papier, mais avec marqué titre RNCP dessus. Voilà. Et avec tout simplement les contraintes, c'est un petit peu comme des labels. Si vous voulez, vous faites pousser vos tomates, est-ce que vous voulez le label bio dessus et puis en gros, vous respectez la norme du bio avec bah, toutes les contraintes administratives, financières que ça comporte, ou est-ce que vous dites non, non, moi je fais mes tomates de mon côté, je vous assure c'est du bio, j'ai rien mis dedans, mais par contre je ne vais pas m'embêter à avoir un label. Alors nous, c'est pas qu'on ne s'embête pas à avoir le label, c'est que c'est un processus qui est très long en fait d'obtenir un titre RNCP qui met en moyenne 4 à 5 ans. Donc on travaille dessus sur nos diplômes. Ce n'est pas encore acquis. L'école n'a entre guillemets que 10 ans aujourd'hui dans son parcours. Donc, on a la possibilité de délivrer aujourd'hui 2 titres RNCP. On travaille sur la suite. Mais une fois de plus, voilà, moi, vraiment, ma conviction en tant que personne de métier, voilà, et toute mon expérience, c'est un bout de papier ne fait pas les compétences. Donc, le titre RNCP, si vous avez besoin de le passer parce que ça vous rassure, faites-le. Si vous estimez que ça fait autorité. Si c'est une histoire de financement, bah, faites-le aussi, bien évidemment. C'est toujours mieux de se faire financer ses études. Si vous voulez faire de l'alternance, par exemple, on est obligé de passer par un titre RNCP. On va dire, il y a un modèle et c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Une fois de plus, moi, j'ai absolument rien contre les titres RNCP. Je trouve ça même très bien. Mais on peut très bien acquérir, une fois de plus, les diplômes que délivre l'école ont la valeur de reconnaissance que leur donne le marché, tout simplement. C'est-à-dire, est-ce que nos étudiants trouvent du travail à la sortie de l'école? Voilà. Du coup, on peut faire le titre RNCP en e-learning. Quel est le surcoût? Pardon? Alors, on peut faire le titre RNCP en e-learning. Première question. Ah Quel est oui. le surcoût? Oui, alors on peut tout à fait, que ce soit live, e-learning ou speed learning, vous pouvez tout à fait présenter le titre RNCP. De mémoire, pour le titre infographiste, il faudra rajouter 2100 €. Et pour le concepteur UI, il faudra rajouter 2400 €. Donc tout simplement, c'est des frais, comme on l'a dit, il y a des modules supplémentaires, il y a des contraintes administratives supplémentaires, puisque comme c'est des titres qui sont réglementés par l'État, on doit construire tout un dossier de suivi et de preuves en fait supplémentaires auprès de l'État. Bah, tout ça, c'est du temps, tout simplement de travail. C'est une fois de plus, vous apprenez les mêmes choses, mais par contre, il y a des contraintes administratives de remplir plein de papiers
pour valider tout ça. Et puis aussi, l'examen n'est pas exactement le même. C'est les mêmes attendus, mais ils doivent se passer dans nos locaux, ils doivent se passer avec, on peut prendre les examinateurs uniquement à travers une base de données qui est donnée qui est donnée par la DRIT. Après, là, je ne peux pas rentrer dans le méandre administratif de tout ça. C'est assez complexe. Mais voilà, les coûts supplémentaires 2100 et 2004. Voilà. Ce qui peut paraître, entre guillemets, important, mais bah, qui correspond à la contrainte administrative qui est associée. Après, pour toutes ces questions, c'est vrai, sur le titre NCFP, le mieux, ça serait de prendre rendez-vous avec un conseiller d'orientation qui vraiment Oui, va pouvoir détailler tout en détail cet aspect-là. voilà. C'est la première fois qu'on a autant de questions sur le titre RNCP, je pense. C'est vrai. Mais c'est vrai que par rapport à votre projet, ça sera plus simple de voir directement avec un conseiller d'orientation qui pourra vraiment vous aider et rentrer beaucoup plus dans le détail. Alors, moi, je propose, donc, du coup, je n'ai plus d'autres questions. Ouais. Je sais que certains ont peut-être déjà rempli le questionnaire d'orientation. Je vais mettre dans le chat le lien pour prendre rendez-vous avec un conseiller, si cela vous intéresse. Et voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette JPO. On reste à votre écoute pour toutes vos questions, bien évidemment, pour voilà, pouvoir y répondre. Comme l'a dit Ophélie, là, le mieux, c'est vraiment après, voilà, individuellement, on pourra répondre à toutes vos questions, vous envoyer le programme détaillé et puis voir si on est en capacité, si on peut vous aider dans votre projet pour vous accompagner. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et puis beaucoup de créativité, beaucoup de réussite dans vos projets. On reste à votre disposition et à votre écoute. Merci à tous. Bon week-end. Au revoir.